Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier webinaire F-Secure de l'année. Alors même si on est en février, je vous adresse mes meilleurs vœux. On sait que l'année va être dense, je ne veux pas être pessimiste, on sait qu'il y aura de l'action, on sait qu'il va se passer des choses. Voilà, donc on va pas parler on va pas parler tout de suite de dégâts, mais en tout cas, je vous souhaite une très très bonne année, une très très bonne santé pour vous et vos proches. Et voilà, et puis on va pouvoir attaquer le sujet du jour, qui est la préparation aux incidents cyber. Euh, Allez, on laisse une minute au retardataire, pas beaucoup plus, et puis on va démarrer. Allez, c'est parti, on démarre. Donc une fois de plus, merci de nous rejoindre. Le sujet du jour, c'est la préparation. La préparation, on va le voir tout au long de ce webinaire qu'on va essayer de garder dense et efficace. C'est un sujet que l'on se doit d'aborder avec une extrême précaution, avec beaucoup d'engagement et avec beaucoup de soutien également. On le verra au long de ce webinaire, c'est important que tout le monde soit dans la boucle. Et c'est un sujet à ne surtout pas négliger, ce qui va conditionner énormément de choses. Donc, je vous propose sans plus attendre de démarrer. On aura une session de questions-réponses en fin de présentation, donc n'hésitez pas. Si jamais il y a un problème technique, si on entend mal, c'est des choses qui arrivent en ce moment, n'hésitez pas à me le dire via le petit chatter que vous avez sur GoToWebinar, et je vous propose de vous présenter pour démarrer l'agenda. Donc, on va faire une petite introduction où on ne parlera pas de cyber, on va parler de sport et de comment les sportifs abordent les sujets de préparation. Parce qu'on va voir qu'il y a évidemment beaucoup de parallèles à faire avec notre métier à nous. On ciblera ensuite les enjeux de la préparation par rapport au domaine cyber spécifiquement. On verra également comment travailler cette préparation un peu plus spécifiquement, et on verra le jour J à leur âge que l'on peut dérouler énormément de choses, mais que tout ça se conditionne se conditionne par différents moyens, par différents inducteurs, et on va essayer de les lister au fil de l'eau. Donc, pour démarrer, on va se poser la question de comment aborder un événement sportif, idéalement sans se faire mal. C'est une idée que j'aime bien, parce que je pense que personne n'aime se blesser. Et pour ça, on va commencer par une petite citation que j'aime beaucoup, mais c'est, voilà, en gros, les gens ne se préparent pas à échouer, ils échouent à se préparer. Le manque de préparation conditionne l'échec. C'est une évidence, il faut qu'on ait ça tous en tête à tous les niveaux. Alors là, on parle ici du sport et on le verra par deux exemples. Mais n'importe quelle échéance, n'importe quel événement au niveau sportif se prépare. Pour illustrer ça, j'ai pris deux exemples. C'est deux sportifs de très très haut niveau. Alors le premier, c'est moi. Alors un peu plus modestement, moi je fais dans mes activités, outre la cybersécurité, je fais un peu de moto. J'adore ça. Et je me suis lancé il y a quelques années dans la pratique du tout-terrain. Et quand j'ai démarré la pratique du tout-terrain, je suis beaucoup tombé. Et comme je suis beaucoup tombé, je me fatiguais beaucoup à relever ma moto. Donc, comme j'étais très fatigué de relever ma moto, je pilotais moins bien, du coup, je tombais plus. Du coup, je me fatiguais encore plus. Et à un moment, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai une très bonne condition physique pour continuer à faire ça. Petite précision, c'est moi sur la photo avec le casque rouge, et j'ai passé cette journée-là spécifiquement à relever la moto bleue. Donc j'ai travaillé mon cardio, je fais beaucoup de VTT, je suis allé à la salle, etc., etc. Et bilan des courses, j'ai une bien meilleure condition physique en tout terrain. Heureusement, parce que je tombe toujours autant. En plus, j'ai une moto plus lourde maintenant. Bon, c'est pas peut-être le meilleur exemple. On va en prendre un autre qui est un autre grand sportif, c'est Roger Federer, qui est un tennisman que j'adore, notamment pour son revers. Je trouve qu'il a un revers à une main fabuleux.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, en finale de l'Open d'Australie, il se retrouve débordé par Rafael Nadal qui lui assène des coups droits liftés très hauts, injouables sur son revers et comment dirais-je, Roger Federer ne peut pas déployer son revers dans ce cadre, enfin, sur ces balles-là et ne peut pas jouer. Il se retrouve vraiment acculé par l'Espagnol. Du coup, Federer décide de travailler l'agressivité de son revers avec son coach, qui est Stefan Edberg, un ancien grand joueur très connu. Ils identifient 2 points à travailler, qui est le premier est de prendre la balle au rebond montant, donc d'être plus agressif et de couper la trajectoire de la balle, ce qui est le 2e point. Donc ça implique de jouer beaucoup plus vite, de se déplacer plus vite, etc., etc. Ils ont commencé à travailler ça, mise en place en 2015, le coup commence à apparaître, on voit que Federer le travaille, ça monte en puissance et à l'Open d'Australie en 2017, alors il y a une vidéo sur YouTube qui est formidable comme ça, qui illustre ce match-là où effectivement Federer, armé de ce nouveau revers beaucoup plus agressif, empêche Nadal de jouer et remporte une victoire absolument fabuleuse. En fait, si on fait la somme de ces 2 exemples, il y a le mien qui n'est pas très bon parce qu'en fait, j'ai pas identifié l'ensemble des points à travailler. Et il y a celui de Federer qui, bizarrement, est quand même beaucoup mieux, où globalement, on a une approche complète du problème. Et si on fait la somme de tout ça, en fait, la meilleure des approches, elle est selon moi la suivante. La première, c'est de se dire, voilà, on doit travailler un sujet, un problème, une donnée en particulier, il y a quelque chose que l'on doit faire pour améliorer une situation. Ça sous-entend d'identifier la méthode et les moyens. Dans le cadre de Roger Federer, c'est l'agressivité, c'est le fait de se déplacer plus vite pour être plus vite dans le court, plus vite sur la balle quand elle est au rebond montant, et de pouvoir justement être beaucoup plus dynamique. Donc ça implique plein de petites choses dans le rythme de jeu du Suisse. Et donc voilà, il faut identifier vraiment l'ensemble de ces points-là, tout ce qui va construire le fait qu'on arrive à résoudre le problème qu'on a identifié précédemment, ou que l'on arrive à mettre en place, qu'on a souhaité mettre en place dans cette première phase. Derrière, il y a un élément qui est capital, qui est le fait de s'entraîner et le fait de pratiquer. C'est-à-dire qu'on doit répéter pour que ça devienne une seconde nature et qu'on n'ait plus de questions à se poser par la suite. Ça doit devenir vraiment quasiment un réflexe. Et bilan des courses, le jour J à l'heure H, à l'Open d'Australie de 2017 par exemple, c'est quelque chose qui va dérouler naturellement et on va pouvoir mettre en place ce qu'on a travaillé, ce sur quoi on s'est entraîné, de manière, une fois de plus, extrêmement naturelle et avec beaucoup d'efficacité. Et les sportifs décomposent cette approche-là sous 4 thèmes qui sont plan, prepare, practice, perform, les 4 P de la préparation. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique extrêmement bien à notre métier. On le voit, hein, vous voyez vers quoi ça va nous amener, mais on doit se préparer à faire face à des situations, et on va le voir dans le chapitre d'après, qui conditionnent énormément de choses et qui peuvent être extrêmement anxiogènes, qui peuvent être extrêmement... qui peuvent avoir des enjeux extrêmement importants, excusez-moi. Donc de là, c'est très important, justement, le jour J à l'heure H, de pouvoir dérouler quelque chose qui va sembler naturel et de ne pas se rajouter un niveau de question, un niveau de stress en plus. Donc les enjeux de la préparation au niveau de l'incident de cybersécurité, en gros, ils conditionnent un certain nombre de points. Cette préparation, elle va conditionner le temps. Et le temps, on va le décliner comme le budget et comme l'impact. On va décliner ces 3 notions qui sont directement conditionnées par la préparation. Ces 3 notions-là, elles sont les suivantes. Le temps, c'est le temps de réaction. Combien de temps on va mettre à réagir face à l'incident? Et on sait que face à l'incident cyber, qui va vite nous faire arriver à des situations potentiellement de blocage, hein, il y a des gens qui le vivent en ce moment même, hein, je vous rappelle, du côté de l'hôpital de Dax, par exemple, on va essayer de réagir le plus vite possible pour éviter justement d'être bloqué. On va essayer aussi de conditionner, si les dégâts sont déjà faits, la vitesse de retour à la normale. Quand on est dans des optiques de production quotidienne, si on est dans un modèle industriel par exemple, ce temps de retour à la normale, plus il va être court, moins on va perdre en termes de manque à gagner, de manque à produire.
Et puis, bien évidemment, tout ça va nous permettre de gagner sur un temps d'indisponibilité. Alors, on peut avoir de la contingence, hein. On a des clients qui anticipent potentiellement 2 à 3 jours de coupure pour des raisons techniques. Mais cette indisponibilité ne doit pas excéder quelque part ce que la contingence permet. La préparation va conditionner dans la partie budget un budget humain. Cette préparation, elle nous permet d'optimiser les tâches, les profils, la liste des gens dont on va avoir besoin pour réagir. Donc, ça va nous permettre de contenir le budget humain. On sait par exemple que sur un incident cyber, pour quelqu'un qui n'est pas préparé, appeler à la dernière minute et dans l'urgence de la ressource, ça coûte extrêmement cher. Parce que c'est de la ressource hyper spécialisée qui va potentiellement se déplacer de l'étranger, qui va être à des tarifs au-delà de 2 000 € par jour, etc., etc. Donc, vous voyez que très rapidement, sur le budget humain à consacrer à la gestion de la crise cyber, on peut facilement avoir des sommes littéralement astronomiques. Il va y avoir un budget technique dans le sens de toute la partie outillage que l'on va devoir mettre en place pour gérer cette crise cyber. Une fois de plus, la préparation peut nous permettre d'optimiser ces sujets-là. Et bien évidemment, un budget de communication. La communication peut être capitale dans la mesure où, bien évidemment, quand on est face à une crise, faut rassurer ses partenaires, faut rassurer ses clients, faut rassurer le marché. Et il y a des efforts de communication particuliers à mettre en place par rapport à ça. Le troisième point, c'est l'impact. L'impact, il est technique, évidemment. Je vous fais pas le chapitre, hein, vous savez tous de quoi on parle ici. L'impact, il est commercial. On peut avoir de la perte de revenus derrière un incident cyber, directement comme étant la conséquence d'une perte de confiance du marché. On a vu ce qui s'est passé pour SolarWinds à la fin de l'année. C'est des gens qui vont devoir lutter pour récupérer les parts de marché. Il y a un travail de communication qui est fait en ce moment qui est absolument magistral. Mais tout ça, il faut, je dirais qu'en termes commerciaux, il faut pouvoir mesurer l'impact de tout ça. Et bien évidemment, il y a une partie légale également qui est à prendre en compte dans l'impact parce qu'on est pour beaucoup soumis à un certain nombre de réglementations. On peut également devoir porter plainte par rapport à une attaque. On peut devoir se référer à un certain nombre d'autorités. Et pour accompagner cette partie-là, il va falloir aussi de la compétence spécifique, il va falloir une maîtrise d'un certain nombre d'éléments de la gestion technique de l'incident cyber. Donc, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur ces trois sujets d'impact, de temps et de budget, juste pour bien saisir effectivement ce qu'on va devoir travailler par la suite dans la préparation. C'est vraiment dans l'anticipation des différents points d'impact de temps et de budget que l'on va pouvoir faire la différence. Donc, si on revient sur l'impact technique, on peut parler de destruction, de perte d'assets, de gestion et de production. Dans le cadre d'un ransomware, une fois de plus, je vous refais pas l'histoire, la perte de l'ensemble du système de gestion et de production, ça peut être une catastrophe absolue pour une organisation quelle qu'elle soit. Que ce soit une entreprise commerciale, que ce soit un groupe associatif, que ce soit une organisation gouvernementale, l'impossibilité de travailler, on l'a vu dans les mairies récemment, ça devient un vrai problème quand on sait à quel point on est dépendant de la technologie. La partie commerciale, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais outre les possibles pertes de pipe commerciale et le manque de confiance du marché, on peut avoir des pénalités à payer. Si on est dans un système de production où on conditionne, les prises de commande à un certain nombre de délais et à des pénalités pour non-respect de ces délais-là, on peut voir qu'il va y avoir clairement, en plus du manque à produire, du manque à gagner, un budget de pénalité à allouer aux clients qui ont fait confiance à l'organisation. Et sur la partie légale, je vous l'ai dit, on a des exigences de conformité, des contraintes de reporting aux autorités. On peut parler de la CNIL, on peut parler de l'ANSSI, que ce soit dans des cadres de RGPD, de loi de programmation militaire, etc. Et puis, bien évidemment, je dirais en extension de cette partie légale, on peut avoir affaire également aux cyberassurances qui vont demander des preuves, comme les autorités ou comme la gendarmerie peut le faire dans le cadre d'un dépôt de plainte.
Donc ça, c'est une représentation des impacts que l'on peut avoir. Alors, ce n'est pas exhaustif, on peut en avoir beaucoup d'autres. Et on a une notion de temps qui est très importante. Cette notion de temps, elle va conditionner directement quelque part le taux de douleur de l'incident, si je puis dire. Si on réagit vite, on peut éviter qu'il y ait une empreinte trop large et trop profonde de l'attaque sur l'entreprise. On peut contenir une attaque. On peut faire en sorte, même si, entre guillemets, la charge est déclenchée, que ça ne concerne qu'une partie la plus petite possible de l'entreprise. Donc, ce temps de réaction, il est crucial et on n'est même pas sur un temps de réaction vis-à-vis de, du déclenchement des actions sur objectif. Alors, je vous ai parmi la kill chain, mais on sait que la kill chain, c'est 7 étapes et que la dernière de ces étapes, c'est l'action sur objectif. L'action sur objectif, c'est le déclenchement d'un ransomware, c'est du vol de données, c'est de l'espionnage, c'est du defacing, voilà. Et c'est tout ce que l'on veut éviter. Donc, ce temps de réaction, il se fait sur les 6 premières étapes de la kill chain. La reconnaissance n'est pas souvent quelque chose de détectable, mais quand on arrive à la compromission initiale, si on peut effectivement la détecter, on aura l'occasion de réagir suffisamment tôt pour éviter les premiers dégâts de l'attaque en question. Il y a un point qui est très important également là-dedans, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le retour à la normale. C'est comment on va piloter son RPO, son RTO, comment on va comment on va piloter le fait de remettre l'entreprise, alors peut-être en mode dégradé, ou de remettre l'organisation hein, de manière plus générale en mode dégradé, pour qu'elle puisse continuer à rendre le service, à fabriquer, à réaliser ce qui constitue l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, maîtriser son retour à la normale, c'est important. Ça sous-entend bien évidemment beaucoup d'anticipation aussi et beaucoup de préparation. Et puis, bien évidemment, la disponibilité, en réduire le temps au maximum. Je l'ai marqué ici sur la production, mais ça peut être sur d'autres, d'autres assets, sur la fourniture d'un service, sur ce genre de choses. Donc vraiment, la notion de temps, elle est dans la réaction et dans la reconstruction. Elle conditionne quelque part ces deux aspects-là. Et puis le budget, comme je vous l'ai dit, ce budget, il est humain, technique et c'est un budget de communication également. Je vous l'ai dit, trouver le bon niveau de compétence dans l'urgence, c'est très cher. Solliciter même au sein de l'organisation les bonnes personnes, ça peut coûter cher. Souvent, quand on arrive à la 7e étape de la kill chain, quand on vient déclencher, quand on appuie sur le bouton rouge hein, pour activer un ransomware, pour détruire des données, pour voler de la donnée, etc., ça se fait hors des heures ouvrées, ça se fait pendant le week-end, ça se fait le soir. Et on imagine que pour une organisation qui n'a pas forcément d'astreinte, qui n'a pas forcément de personnes disponibles en 24/24, ça va être un vrai problème de pouvoir mobiliser les bonnes personnes dans un minimum de temps. Et tout ça coûte de l'argent, coûte énormément d'argent également. Le budget technique, il peut être aussi très important. On imagine que si on n'a pas anticipé les choses suffisamment, si les sauvegardes ont été corrompues, si on n'avait pas les outils de redémarrage à froid, les procédures, etc., si on n'a pas les outils également pour remonter quelque part l'historique de cette compromission et s'assurer du coup qu'on peut repartir dans des conditions saines, il va falloir faire un réinvestissement dans des outils qui vont permettre de nous accompagner dans ce retour à la normale, dans cette investigation, etc., etc. Donc, c'est potentiellement, il y a un budget tooling derrière qui peut être très important. Et comme je vous l'ai dit, la communication pour garder au maximum la confiance du marché, c'est un véritable défi. C'est également, comme pour la partie cyber, un vrai boulot de pro. La communication de crise, excusez-moi, c'est un sujet à part entière. Moi, je ne m'improviserai pas spécialiste de ce domaine-là, parce que ce n'est pas mon métier. Et je pense que c'est la mesure de chaque mot que l'on va adresser au marché dans un cadre de crise cyber est extrêmement importante parce qu'elle va conditionner l'image que l'on renvoie en termes de sérénité, en termes de maîtrise de la situation, etc. Et vous imaginez bien que si on est en pur mode réactif,
Si on subit cette crise, la communication ne va pas envoyer les bons messages, une fois de plus, aux partenaires, aux clients et au marché de manière générale. Donc, c'est vraiment ces trois thèmes-là, une fois de plus, l'impact, le temps, le budget, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre construction dans notre préparation de l'incident cyber. Donc, il va falloir qu'on travaille cette préparation. On va induire des éléments de méthode à partir de ce chapitre-là. Et globalement, je vais reprendre, j'ai rien inventé, j'invente d'ailleurs pas grand-chose, mais je pense que c'est intéressant de mettre les choses en musique. Beaucoup d'entre nous pratiquent ITIL ou connaissent ITIL assez bien, et ITIL se base sur le triptyque People, Process et Technologie, qui avait été théorisé par Bruce Schneier dans les années 90 et qui a donné les bases d'ITIL par la suite. Donc, à chaque fois qu'on va adresser un sujet de préparation, on va essayer de l'adresser selon ce triptyque-là. Les gens, les processus, la technologie que l'on met en place pour adresser cette crise cyber. La partie people, c'est l'implication. Et cette notion d'implication, alors j'ai vraiment choisi mon mot sur ce slide-là, c'est hyper important. L'implication dans la cybersécurité, l'implication du management, elle est capitale. On ne peut pas mettre en place des choses si on n'a pas une implication au plus haut niveau possible de l'organisation. Donc, c'est important d'aller chercher les accords, d'aller chercher les soutiens, d'aller chercher le sponsoring à haut niveau, donc au comité exécutif, au board, vraiment aux instances dirigeantes pour pouvoir soutenir cet effort de préparation. Et comme on l'a vu quelque part dans la gestion des impacts de la préparation sur l'incident cyber, il y a un ROI là-dessus. Donc, c'est quelque chose que l'on peut facilement défendre en expliquant qu'en dépensant 5 € maintenant, ça évite d'en dépenser 200 plus tard. C'est des choses que l'on peut aisément défendre. Il va falloir qu'on travaille à l'identification des bonnes compétences et des bonnes ressources. On l'a vu, il y a plein de domaines auxquels ça s'applique. Il y a cette partie managériale dont je viens de vous parler et cette partie communication. Une fois de plus, que l'on soit en mesure, et ça peut être une force pour l'organisation, pour l'entreprise, dans un cadre cyber, d'avoir une communication qui soit parfaitement bien orchestrée pour dire voilà, et c'est arrivé à des grandes entreprises toute l'année dernière et ça arrivera encore cette année, que des entreprises soient capables de dire on a affaire en ce moment à une crise cyber, c'est maîtrisé, on a mis les bonnes ressources en place, etc. et d'envoyer ce message de sérénité au marché qui va faire la différence. D'un point de vue des compétences et des ressources, il faut absolument qu'on adresse également tout le savoir-faire de l'entreprise d'un point de vue métier et d'un point de vue SI. On ne peut pas gérer correctement une crise cyber si on n'a pas les gens qui représentent le métier dans la boucle. C'est eux qui savent ce que sont gérer les assets les plus sensibles dans leur activité, ce qui vraiment soutient la chaîne de valeur. C'est eux qui vont pouvoir potentiellement procéder à des arbitrages s'il y a besoin par rapport à des ordres de redémarrage, par rapport à ce genre de choses. Donc, c'est très important que l'on puisse compter sur eux le jour J à leur H et qu'on les implique dans la préparation. Bien évidemment, la partie financière, si on doit déclencher des choses, des achats, si on doit déclencher des commandes, et bien évidemment la partie légale derrière pour l'ensemble des activités que l'on a vues précédemment et sur lesquelles on reviendra plus tard. Identifier, et là j'ai mis un bullet point particulier là-dessus, les bonnes compétences en cybersécurité. En cyber, on estime que pour gérer un incident correctement, on va devoir faire appel à plusieurs types de compétences. On va avoir besoin d'analystes et de spécialistes de la détection, des gens qui vont pouvoir s'assurer, je dirais, confirmer l'incident au plus tôt. Et une fois de plus, hein, je vous refais le parallèle avec la kill chain. Dans les premières étapes de cette kill chain, on est sur des comportements qui se veulent être le plus discrets possible. La compromission initiale, le mouvement latéral, etc., les escalades de privilèges, tout ça se passe d'une manière réputée discrète et c'est le but des attaquants en général. Donc, il faut que l'on puisse avoir des gens qui sont capables de s'assurer qu'il se passe vraiment quelque chose et de s'en assurer vite. Donc, c'est ce travail des analystes, c'est ce travail des spécialistes de la détection qui vont pouvoir confirmer l'incident vraiment dans les premiers moments de ce dernier.
On va faire appel également aux spécialistes de la réponse à incident, et je vais insister un peu là-dessus. Il est parfois urgent de ne rien faire. Alors, c'est un peu de la provoque. L'idée derrière ça, c'est de dire que potentiellement, si vous avez quelqu'un qui a déjà une empreinte à hauteur de 30 à 45% sur votre SI et qui est un groupe cybercriminel qui s'apprête à activer un ransomware, nous, on l'a vécu hein, pour des clients. Si on connaît, si on a identifié, si on a réussi à attribuer cette attaque à un groupe cybercriminel dont on connaît les habitudes et dont on sait qu'ils vont potentiellement essayer d'atteindre un 80, 90 voire 100% d'empreinte avant de déclencher le ransomware, on a un peu de temps pour réagir. Si on réagit trop vite et si l'attaquant sait qu'il est détecté, il peut commencer à faire du mal. Donc la mise en place de la stratégie de réponse par rapport à ça, c'est une fois de plus une affaire de spécialistes. C'est des gens qui savent élaborer ces stratégies spécifiquement par rapport à la menace, spécifiquement par rapport au SI, en parlant avec les gens de la production, du métier, etc., qui vont pouvoir justement mettre en place un certain nombre d'actions, de procédures, synchroniser des actions de manière à mettre l'attaquant dehors dans les meilleures conditions possibles et éviter qu'il puisse faire du mal. Vraiment, si on déploie un ransomware sur 30% d'un SI, c'est déjà en soi une catastrophe. Donc vraiment, ce métier de spécialiste de la réponse, c'est un domaine, une fois de plus, à part entière à ne pas négliger. Et bien évidemment, on a une analyse post-incident. Une fois qu'on a sorti l'attaquant du SI, quel qu'ait été le chemin parcouru pour ça, il est important qu'on comprenne tout ce qui s'est passé et qu'on puisse remonter par les logs, par notre maîtrise de l'environnement, par de la télémétrie, j'irai par tous les moyens disponibles, qu'on puisse remonter jusqu'au patient zéro. Alors c'est un terme tristement à la mode en ce moment, mais que l'on puisse remonter jusqu'au patient zéro, comprendre comment ce patient zéro a été infecté, peut-être une vulnérabilité exploitée sur un firewall, sur un VPN exposé. C'est un sujet en ce moment avec le télétravail. On peut avoir voilà, cette nécessité vraiment de creuser profondément dans les logs, dans l'historique, parce qu'on sait qu'en plus, les attaquants très facilement effacent leurs traces. Donc, il va falloir cette compétence qui est extrêmement pointue de forensics, hein, d'analyse médico-légale quasiment, pour aller chercher les informations. Et on le verra plus tard également, c'est quelque chose qui peut être capital quand on se retourne vers des autorités, quand on se retourne vers des forces de l'ordre auprès de qui on a porté plainte, ou même vers des cyberassurances. Sur la partie processus, on l'a abordé de manière extrêmement superficielle tout à l'heure. La gestion de crise et la gestion des incidents, c'est vraiment des activités à part entière, des domaines à part entière, et on ne s'improvise pas spécialiste là-dedans. On a des activités de traitement de l'incident qui sont capitales par rapport au métier, par rapport à la production, au sens informatique du terme, j'entends, et par rapport à la cyber. Donc, on va devoir, dans ces activités-là, être capable de s'assurer qu'on a les bons processus sur l'intégralité de la chaîne pour que les bonnes personnes puissent discuter, pour que les actions soient synchronisées et que chacun bénéficie. On a tous des représentations de processus en tête, que de la qualité et de l'exhaustivité de ce qui va rentrer dans le process et de cette même exhaustivité de ce qui va sortir du process et de la qualité de ce qui va sortir du process. Donc chaque acteur, hein, dans les people qu'on a vus dans le slide d'avant, chaque acteur doit à la fois produire un certain nombre d'informations et à la fois consommer un certain nombre d'informations sur l'ensemble de la chaîne dans la gestion de l'incident pour que les actions soient synchronisées, pour ne pas qu'on perde de temps une fois de plus. On doit déclencher le plan de retour à la normale si le mal a été fait une fois de plus. Donc ça sous-entend également des procédures. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un PRA, ça peut être le déclenchement d'un site de secours, ça peut être des plans de redémarrage complet, de réinstallation, mais tout ça doit être consigné, écrit, testé, et donc ces processus doivent exister pour participer, j'irais, au processus de gestion de crise globale.
Et bien évidemment, faciliter le travail des services financiers et légaux, j'entends par là être capable de produire, comme on le disait sur le premier bullet point, l'information, la bonne information de qualité pour les services financiers, peut-être par rapport au déclenchement d'un budget spécifique qui aura été identifié par rapport à une provision sur risque, par exemple, ou par exemple remonter les bonnes informations aux services légaux pour les différents comment dirais-je, sujets que l'on a pu aborder précédemment par rapport aux autorités, par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à la réglementation, etc. La communication et processus de communication, on aurait pu l'inclure, excusez-moi, on aurait pu l'inclure dans la partie gestion de crise. La communication, elle n'est pas que externe, elle est interne également. Cette communication, elle est bien évidemment nécessaire pour la création et la gestion des matrices de communication et d'escalade. On ne doit pas se demander le jour J à l'heure H qui appelait pour le métier, qui appelait pour le management, qui appelait pour les services juridiques, qui appelait pour la compétence sécu, qui appelait, etc. Ces matrices-là doivent exister, doivent être entretenues. Alors, il y a un travail, on y reviendra, mais il y a un travail quasi quotidien et je vous ramène aux practices dont on parlait dans le plan, prepare, practice, perform, excusez-moi, c'est important que ces matrices soient disponibles, connues et à jour. Voilà, pour qu'on puisse justement gérer la communication de l'ensemble des acteurs dans le cadre de la crise. Garantir la bonne transmission de l'information, c'est capital d'un point de vue du contexte, d'un point de vue des informations techniques. Il faut qu'on soit en maîtrise des informations que l'on remonte, on ne doit pas avoir d'approximation, c'est-à-dire c'est potentiellement s'assurer qu'on a à disposition une CMDB qui est à peu près à jour, que l'on puisse maîtriser les versions sur lesquelles tourne la production, de manière à identifier potentiellement des vulnérabilités, de manière à identifier potentiellement des moyens de reprise, etc. Donc, c'est la bonne information qu'on doit transmettre et s'assurer qu'on en dispose. Et donc, il y a des processus à mettre en place sur des processus de production pour permettre ceci. Créer et mettre en place une bonne stratégie de réponse, on en a parlé, c'est grâce à cette compétence cyber que l'on va avoir. C'est du cas par cas, mais il est important que l'on sache d'ores et déjà qui va créer, qui va être acteur de la création de cette stratégie de réponse et qui seront les acteurs de cette stratégie de réponse. Donc ça, c'est un process également à part entière. Et bien évidemment, la communication aux autorités, si elle est nécessaire. D'un point de vue outillage, d'un point de vue tooling, d'un point de vue technologie, on appelle ça comme on veut, on va devoir maîtriser un certain nombre d'éléments dans la détection et au sens très large, hein. S'assurer qu'on est en faculté de disposer de la meilleure visibilité possible. Quand on est un peu au pied du mur face à un incident, c'est important de savoir sur quoi on doit se reposer pour comprendre ce qui nous arrive. Bien évidemment, le but aussi d'avoir la meilleure visibilité, c'est de pouvoir voir l'incident avant qu'il ne crée des dégâts. Donc cette notion de visibilité, cette notion de maîtrise, hein, j'ai parlé de CMDB tout à l'heure, ça peut en être ça peut en être un élément, mais maîtriser ce qui se passe, maîtriser la visibilité qu'on en a, c'est capital. S'assurer qu'on est en faculté de récupérer les traces et les preuves, ça va être la sauvegarde de ces logs, ça va être la sauvegarde de toute cette télémétrie possiblement vers laquelle on va se tourner quand on va devoir remonter, gérer la chaîne de l'incident cyber. Et faciliter, une fois de plus, alors j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi c'est capital, la partie financière et la partie juridique seront extrêmement consommateurs de cette maîtrise de l'environnement et de cette maîtrise de la visibilité. Donc j'ai mis ça dans le chapeau de la détection, mais une fois de plus, on devra montrer à un moment qu'on a été de bonne foi, qu'on avait fait le nécessaire pour se prémunir d'un incident cyber. Et c'est important quand on parle à des autorités de pouvoir dire ben, j'étais prêt, j'ai été débordé, parce qu'on ne garantit pas qu'on n'aura pas d'incident, on se dit juste que
si l'incident est extrêmement ciblé, si on a affaire à une attaque de très haut niveau, ce qu'a vécu SolarWinds, hein, typiquement en fin d'année dernière, personne n'était prêt à ça. Même les boîtes de sécurité qui se sont retrouvées indirectement concernées par cette attaque, personne n'était prêt à ça. Donc, à un moment, il faut pouvoir montrer que le maximum avait été fait et qu'effectivement, on était toujours sur ce gap entre le niveau de sophistication de ce que les voleurs ont à disposition et le niveau de sophistication de ce que les gendarmes ont à disposition pour arrêter ces voleurs. On sait que ce gap, il existe. Il y a un moment où potentiellement, on ne pourra pas le combler. Alors nous, chez F-Secure, notre métier consiste à travailler sur la réduction de ce gap. Mais bien évidemment, il est plus que nécessaire qu'on soit en faculté de montrer qu'on avait fait, qu'on avait fait le maximum pour s'en prémunir. La maîtrise des éléments de réponse, c'est plus la visibilité qu'on a sur le SI qui compte, c'est la capacité d'action sur ce SI que l'on a. Sans rentrer dans la technique, si on perd un Active Directory au sens d'une organisation de manière générale, on se retrouve vraiment sans pouvoir agir sur le SI. Et donc, on doit être capable de maîtriser les éléments de réponse à l'incident d'un point de vue technologique. Donc, continuer à faire circuler les bonnes informations. C'est également garantir l'implication et la communication managériale. Et c'est aussi, j'y reviens à la partie autorité. Ce qui va être intéressant par là, c'est qu'on va pouvoir transmettre et agir de l'information sur le SI, c'est le premier bullet point, et on va pouvoir aussi prendre des actions, donc des actions directes et indirectes, avec le support des autorités, on cite l'ANSSI et la gendarmerie ici, et bien évidemment via l'ensemble des services de l'organisation qui vont nous permettre de déclencher potentiellement de l'aide extérieure ou pas. Un petit slide. Alors, je remercie ici Maître Sabrina Skolnik qui m'a aidé sur la préparation de ce slide, qui est avocate et spécialiste entre autres de la cybercriminalité. Il est extrêmement important d'avoir en tête les 4 points ici qu'on a déjà parcouru sur les slides précédents et donc qui m'ont aidé aussi à préparer cette présentation. Donc, l'identification et le recueil des preuves de l'attaque montraient effectivement qu'on a été attaqué par une entité, un groupe cybercriminel, des activistes, etc. C'est un point qui est hyper important et on le sait d'un point de vue légal, la recevabilité d'une preuve est quelque chose d'extrêmement important quand on rentre dans un circuit judiciaire de ce type-là. Donc, c'est pour ça que la présence d'un huissier spécialisé peut être nécessaire quand on va devoir justement remonter ces preuves et faire constater par l'huissier qu'elles sont parfaitement recevables dans le cadre d'une procédure judiciaire. La notification de l'incident auprès des autorités, elle est nécessaire. Alors, quand on est un organisme d'intérêt vital au sens de la LPM, ça va être auprès de l'ANSSI, et même si on n'est pas un OIV, même si on n'est pas un OSE non plus, ça peut être intéressant dans un certain nombre de cas de remonter l'incident à l'ANSSI, ce que l'ANSSI va pouvoir, je dirais, d'un point de vue beaucoup plus macro et au niveau national, identifier des attaques d'envergure, donc même au-delà des OIV, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est important que l'ANSSI soit au courant. Notifier la CNIL, bien évidemment, quand on est dans un cas où on a une atteinte à des données, du vol de données, par exemple, à caractère personnel. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé pour Cdiscount récemment. Enfin, c'est une situation assez grave. Bien évidemment, effectuer les signalements et déclarations obligatoires. Alors, ça va dépendre d'un certain nombre de types d'attaques, de types de dégâts également commis sur le SI. Et il y aura un dépôt de plainte. Moi, je suis d'avis à ne pas négliger ce point-là. Il y a beaucoup d'organisations et beaucoup d'entreprises auxquelles on a eu affaire qui ont choisi de ne pas le faire. Moi, je pense que c'est toujours important de le faire parce que ça permet de garder des traces.
Ça permet également de positionner l'organisme ou enfin l'organisation au sens large en tant que victime et de pouvoir déclencher un certain nombre de choses derrière dans ce cadre-là. Si une attaque se reproduit, parce qu'on sait que à 80%, une fois qu'on a été attaqué, on sait que les attaquants vont tenter de revenir. Donc, c'est des choses que l'on doit avoir, et c'est comme déposer une main courante. Il faut qu'on puisse avoir des traces d'un point de vue légal de ce type d'activité. Donc, on le voit, c'est important d'avoir un accompagnement juridique dans le cadre de la préparation cyber, parce qu'en fonction de l'exposition de l'entreprise à un certain nombre de réglementations et en fonction de l'exposition de l'entreprise, même au sens global, on peut avoir à traiter un certain nombre de points. Et je pense que l'accompagnement d'un avocat est tout à fait indiqué dans cette préparation. Voilà pour cette partie. Comment travailler la préparation? Alors, on a vu ce qu'il fallait adresser comme domaine. Alors, je me suis auto-prémâché le travail. C'est quand même vachement pratique. Maintenant, il faut qu'on mette tout ça en musique. On a vu nos People Process Technology. On a parlé du plan Prepare, Practice Perform. Je vais vous introduire un autre triptyque ici, qui est un triptyque qui nous est cher chez F-Secure. Alors voilà, bon. People Process Technology, je pense qu'on est tous d'équerre là-dessus. Maintenant, les activités, c'est ce nouveau triptyque que je vous propose d'introduire dans ce chapitre, c'est contexte, collaboration et contrôle. Et finalement, c'est les activités qui vont nous permettre de gérer la crise. C'est quelque part les 3 grands domaines d'activité qui vont nous permettre de faire face à ce qui se passe. Et je vous propose de regarder ensemble comment on va décliner ces 3 activités selon le triptyque People Process Technology. Le contexte, la gestion de cette activité autour du contexte, en termes de people, on va avoir le métier, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie SI, donc vraiment la partie production informatique, le RSSI, qui porte les risques de l'organisation, qui porte la gouvernance de la sécurité de l'organisation, et bien évidemment les experts cyber au sens des compétences que l'on a présentées précédemment. En termes de process, on va travailler sur la communication et le suivi de l'incident. Et en termes de technologie, alors j'ai mis un terme un peu, je ne vais pas dire fourre-tout, mais c'est un terme qui est cependant pour moi assez significatif, qui est le terme d'interface. On l'a vu dans la gestion de la communication, dans la gestion du suivi de l'incident, on va devoir faire parler des gens qui parlent des langages différents, tous ensemble, et tous ensemble de manière ordonnée. Justement, on va essayer d'éviter le bruit, on va essayer d'éviter de générer du bruit, et on va faire en sorte que tout ce monde-là parle un langage que l'autre est capable de comprendre. Donc, c'est ces interfaces entre le métier, la production informatique, le RSSI et les experts cyber que l'on va travailler ici. Donc, ça veut dire que typiquement, les experts cyber doivent comprendre le contexte métier. C'est des choses qu'il ne faut pas faire le jour J à l'heure H, c'est des choses qui s'anticipent dans la préparation. Le contexte décisionnel aussi est très important. En fonction de l'organisation de l'entreprise, on peut avoir des product owners, on peut avoir des gens qui chapeautent différents verticaux, différentes activités et qui ont un potentiel de décision sur leur activité qui est important. Il faut qu'on puisse les identifier et être capable de gérer à la fois la connaissance de leur activité et les potentielles décisions ou les potentiels roadblocks qui pourraient nous mettre dans la gestion d'une crise au sens d'une crise cyber. On a un contexte économique également. On peut se retrouver dans une situation où on a une entreprise qui fait, je ne sais pas, 60% de son chiffre au moment des fêtes, qui fait 20% de ce chiffre au Black Friday et 20% de son chiffre au mois de juin pendant les soldes, ou de juillet, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Bon bref, vous voyez l'idée, il y a un contexte économique qui peut être important à prendre en compte et qui va conditionner des décisions que l'on peut prendre si on en revient aux compétences cyber dans la stratégie de réponse. Ça veut dire que potentiellement, on peut sacrifier des assets au profit d'autres assets et inversement, on peut se retrouver à prendre ce genre de choix, mais si on ne maîtrise pas à la fois le contexte métier, le contexte décisionnel et le contexte économique, ce ne seront pas des bonnes décisions.
Il y a un contexte technique également. Ce contexte technique, il est sur ce qui constitue l'outil de production de l'entreprise. Son outil de production, son outil de gestion également, si on veut séparer les deux, potentiellement une partie SI industrielle, etc., etc. Donc, il faut qu'on ait une maîtrise de cette partie-là qui nous permette de mieux comprendre le paysage de l'organisation et les décisions à prendre autour de ça. Il y a un contexte d'organisation, bien évidemment. Ça nous permet de maîtriser les matrices d'escalade, par exemple. Et un contexte cyber qui va être crucial pour le RSSI et les experts cyber, c'est-à-dire que ce contexte cyber, potentiellement, si on a une gouvernance de la sécurité qui est mise en place, alors ça peut être du NIST, ça peut être de l'ISO 27001, ça peut être ce genre de choses. Et il est important que les experts cyber maîtrisent toute cette partie amont qui a été mise en place par le RSSI, sur la gestion du risque par exemple, et sur l'identification d'un certain nombre d'assets qui vont nous permettre de la même manière de pouvoir procéder à des arbitrages, prendre des décisions de manière à pouvoir contenir l'incident au maximum. Donc ça, c'est vraiment la partie contexte et l'ensemble des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. D'un point de vue de la collaboration, alors on a déjà commencé à en parler sur la partie contexte, parce qu'on voit bien que le contexte nous oblige à collaborer de personne à personne. Dans la collaboration, on a tout simplement l'ensemble de l'écosystème. Personne ne doit être oublié. On peut imaginer très rapidement, et on le vit déjà et on commence à le vivre de plus en plus, on peut avoir des problématiques liées à des bâtiments connectés. Et si on a des problématiques liées à des bâtiments connectés, ça veut dire que tous les gens en charge de la sécurité physique, qu'ils dépendent d'un RSSI ou pas, qu'ils dépendent d'une boîte externe, même d'un sous-traitant, etc., tout le monde doit être sur le pont. S'il y a une atteinte possible à l'intégrité physique des bâtiments ou à ce que le bâtiment stocke, il faut qu'on ait autour de la table les gens qui peuvent agir là-dessus. On est dans des processus d'organisation et de suivi. Et en termes de technologie, on est sur des outils de communication, sur des outils de type portail, et je l'ai mis en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et sur toute la partie ticketing, qui est un mot beaucoup plus français. Ce que je veux dire par là, c'est que notre escalade cyber doit s'appuyer sur des outils. On doit identifier en amont comment on contacte une personne, comment on reçoit tel ou tel type d'information, comment on envoie tel ou tel type d'information. Donc c'est pour ça que je parlais de portail. Ça peut être un portail avec un prestataire externe, ça peut être un outil de ticketing en interne qui va nous permettre de faire circuler une information d'un service à un autre par rebond et pour arriver potentiellement jusqu'à l'équipe qui gère le bâtiment ou la sécurité physique de tel bâtiment. On va pouvoir procéder de cette manière-là aussi aux escalades métiers. On a vu qu'on avait besoin d'avoir les représentants des métiers pour pouvoir procéder à des décisions, des arbitrages, etc. C'est important d'identifier comment, en termes de collaboration, avec quel outil, par quels moyens, on va pouvoir contacter ces gens et tracer aussi les décisions qui vont être prises. On parle d'organisation, on parle de suivi. Tracer les décisions, pouvoir, quand on aura j'irais passer le plus fort de la crise, pouvoir travailler sur une déconstruction de ce qui s'est passé et revoir point par point les décisions comment été prises, comment elles ont été prises. C'est la garantie de pouvoir faire un post-mortem, de pouvoir apprendre de ce qui s'est passé, de pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et l'ensemble des processus que l'on voit ici, ces processus qui doivent être vivants, on ne doit pas attendre d'être face à l'incident pour travailler ces processus-là. D'où l'intérêt de la partie practice. Bien évidemment, maîtriser les contacts techniques sur tous les éléments de la chaîne, les contacts auprès des autorités, les contacts auprès de la partie légale et juridique, et bien évidemment la maîtrise de l'ensemble de ces moyens de communication qui, quelque part, doivent être suffisamment sécurisés pour ne pas se retrouver comme faisant partie du périmètre qui subit l'attaque. Voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe. La partie contrôle, c'est comment on va reprendre le contrôle de notre périmètre face à l'attaque. En termes de people, une fois de plus, les métiers, le SI, le RSSI, on retrouve les gens de la partie contexte. Les processus et les processus de détection, de réponse et de forensics, donc vraiment d'analyse scientifique de ce qui se passe.
Et en termes de technologie, on va parler d'EDR, on va parler de sources de log et de tout ce qui va nous permettre de nous donner cette fameuse visibilité qui est cruciale et que l'on a vu sur les slides précédents. Les outils de détection et de réponse, c'est capital. Être au plus proche du domaine, être au plus proche de la technologie, typiquement via un EDR, ça va nous permettre d'avoir la télémétrie sur les processus qui tournent, sur l'utilisation de la mémoire, sur des potentielles escalades de privilèges, etc., et de pouvoir tracer les choses au plus tôt. La partie incident response, ce processus de réponse à incident, on l'a vu, il est capital. On a vu qui également comment dirais-je, de qui il avait besoin pour pouvoir se mettre en place et pour pouvoir avancer. La remédiation, comment on va pouvoir de proche en proche récupérer l'intégralité du domaine, c'est des activités qui se font avec le processus de réponse à incident en parallèle, mais qui peuvent aussi durer beaucoup plus longtemps parce qu'on va potentiellement devoir s'assurer que plus aucune compromission n'existe sur le domaine avant de pouvoir décréter qu'on a procédé à un réel retour à la normale. On peut avoir mené des actions de confinement et vous imaginez bien, pour décider ces actions, on en revient à la partie collaboration, on doit pouvoir accéder aux bonnes personnes sur la partie métier. Le plan de retour à la normale, je vous en ai parlé, bien évidemment, cette partie forensique, donc d'analyse scientifique de l'incident, qui peut être un point important pour, comment dirais-je, pour la partie légale, par exemple, pour la partie assurance, pour le post-mortem, etc., etc. Donc les ingrédients, on l'a vu, people, process, technologie, et vraiment je vais insister là-dessus, on doit faire parler la compétence métier avec la compétence cyber. Et ça se travaille, et ça s'anticipe. Et si on n'a pas ça, il y a un temps d'appréhension des deux au moment de l'incident qui va faire qu'on va perdre un temps fou. Et on a vu ce que ce temps peut coûter à l'organisation. Donc vraiment, si on doit retenir de ce chapitre-là 2 points, c'est que de manière directe ou indirecte, il y a un moment où le métier, l'information du métier doit arriver aux équipes cyber, et il y a un moment où l'information cyber doit arriver aux équipes métiers. C'est-à-dire que l'équipe métier doit comprendre ce qui est en jeu et ce qui peut se passer, et l'équipe cyber doit comprendre ce qui va conditionner quelque part la manière dont l'organisation s'en sort une fois l'incident passé. Voilà. Il nous reste 10 minutes. En gros, l'approche de F-Secure là-dedans, c'est de proposer une réponse continue. On l'a vu, le plan Prepare, Practice, Perform. Nous, on a choisi d'avoir un practice qui soit un cercle vertueux. C'est-à-dire ces étapes et ces processus et ces activités autour de contexte, de collaboration et de contrôle sont des choses que l'on fait de manière continue, ce qui nous permet à la fois d'être extrêmement réactifs le jour J à l'heure H et à la fois de s'assurer que l'on bénéficie d'une pleine compréhension du contexte de l'entreprise. On est sur une approche de service manager, donc ça veut dire qu'on a des experts cyber que l'on met à disposition de nos clients, et dans la phase d'onboarding, dans la création du service, on le verra un tout petit peu plus tard, il y a cette phase d'appréhension qui nous permet de prendre les meilleures décisions possibles et qui permet également, dans les processus que l'on met en place avec nos clients, qui nous permet de maîtriser comment l'organisation de nos clients évolue, comment leur organisation technique, structurelle, etc. évolue de manière à ce que, une fois de plus, l'ensemble des activités que l'on a vues avant soit toujours, enfin l'ensemble des résultats des activités qu'on a vues avant soit toujours à jour et nous permettent de réagir de la meilleure manière possible. Ça sous-entend que l'on doit avoir des matrices d'escalade qui sont flexibles, mais qui sont maîtrisées, bien évidemment. Donc, une fois de plus, rien n'est figé, et c'est un message très fort qu'on doit faire passer. Rien n'est figé dans la préparation d'un incident cyber. C'est des choses qui doivent se faire, une fois de plus, de manière continue, en s'enrichissant à chaque itération. On a mis en place également des playbooks qui nous permettent de prendre un certain nombre de décisions sans demander l'accord de nos clients. C'est un point important. Alors, ça, c'est des choses qui se décident avec nos clients, mais typiquement, si on détecte quelque chose de potentiellement grave, si on peut nous-mêmes
avant de demander une autorisation, décider de confiner une machine sur le domaine, si on peut décider de prendre une action qui va nous permettre d'arrêter cette attaque avant même de demander l'autorisation à notre client, c'est un gain de temps capital potentiellement sur une attaque, ce qui va effectivement réduire énormément les impacts. Donc, c'est des choses que l'on met en place avec nos clients et qui nous permettent justement d'être d'autant plus réactifs et d'autant plus efficaces. Et bien évidemment, on le voit dans la partie readiness, on est toujours en entraînement, toujours en préparation et toujours en simulation. Donc, ça veut dire qu'on est capable de déclencher avec vous des simulations pour s'assurer que l'on parle aux bonnes personnes, s'assurer que nos matrices d'escalade sont les bonnes, que nos EDR sont correctement déployés et fonctionnels, etc., etc. Donc, c'est des choses que l'on suit quasi quotidiennement. Et ça nous permet justement de revenir à cette approche de la préparation que je vous ai présentée comment dirais-je, en introduction. Rapidement, sur les différents modèles qui existent, nous, on a fait ce choix qui est le choix de l'offre Countercept, qui est de dire que les gens qui font la détection sont en partie les gens qui font la réponse. Pourquoi je dis en partie? Parce que permettre aux gens qui détectent de mener les premières actions de réponse, on le voit sur ce schéma, c'est s'assurer qu'on n'aura à aucun moment une coupure entre la détection et les premières décisions qui vont viser à gérer cet incident. On est capable de le faire vite. Comme je le disais précédemment, grâce à des playbooks préautorisés, on peut même le faire sans nos clients. Et on les en informe dans les secondes qui suivent, mais on peut très rapidement réagir. Et ça permet d'éviter cet effet un peu sarbacane où on fait partir un truc, on ne sait pas trop où ça arrive. Des outils de ticketing et des interfaces qui sont pas suffisamment maîtrisés et pas suffisamment regardés. Sur certains modèles MSSP, le but, ça va être d'ouvrir du ticket. Et quand on ouvre du ticket, c'est un peu cet effet sarbacane. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui prend la main derrière pour piloter la réponse à l'incident. Certains de nos clients se sont tournés vers nous parce qu'ils avaient des EDR qu'ils opéraient eux-mêmes, mais au final, il n'y avait pas quelqu'un, et c'est pas un métier qui est forcément très intéressant, mais il n'y avait pas quelqu'un qui passait sa journée derrière la console à vérifier ce qui se passait. Donc, on perdait à chaque fois un temps de réaction conséquent entre la détection et le moment où on prenait les premières décisions. Donc, nous, vraiment, notre approche, elle est de dire que c'est les gens qui détectent, qui peuvent prendre les premières mesures. Donc, ça nous donne un gain de temps appréciable. Et après, si on doit mener des escalades, on passe ça aux spécialistes, vraiment sur des crises majeures. Et c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire. C'est un exercice qui est huilé, donc on n'a aucune déperdition d'un passage d'une équipe à une autre équipe. Voilà, donc limiter au maximum l'impact business, avoir des coûts réduits pour l'utilisation de ressources, parce que là, on est sur un service qui est forfaitisé sous forme de souscription. On ne doit pas déclencher à chaque ticket une équipe d'incident response à 2 000 € par jour. Et puis le handover, je vous l'ai dit, le passage d'une équipe à une autre, il est fluide. Ça nous permet justement de garantir ces efforts de continuité et de réactivité. Donc voilà, on l'a vu, plan, prepare, practice, perform. Le sujet du plan, c'est vraiment mettre en place une réelle défense cyber. Le prepare, on l'a vu, il est dans l'identification des contextes, des processus, le fameux People Process Technology et le contexte Collaboration and Control qu'on a vu également tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces activités que l'on doit décliner. Et si je reviens à mon petit parallèle amusant de ma préparation à la moto tout-terrain, je dirais que moi, ce qui m'a manqué comme activité dans ma préparation, c'est la partie technique. J'ai travaillé le physique, j'ai pas travaillé le technique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en avril prochain, si on n'est pas confiné, je refais des stages. Mais au-delà de ça, on voit l'importance vraiment d'adresser l'ensemble des activités, l'ensemble des processus et l'ensemble des compétences nécessaires. Le practice, c'est s'entraîner, c'est travailler ensemble, c'est être dans l'échange, c'est s'assurer que l'on se connaît suffisamment bien pour pouvoir justement travailler dans une bonne alchimie et en retirer vraiment notre meilleure capacité de réponse face à l'incident cyber. Le jour J à l'heure H,
finalement, on ne fait que dérouler. Et c'est ça vraiment qu'on cherche. On n'aura pas à se poser la question de qui contacter parce qu'on se connaît déjà. On n'aura pas la question de l'outillage parce qu'on le maîtrise. On n'aura pas la question de la visibilité parce qu'on l'a. Et tout ça va nous permettre, une fois de plus, et c'est capital, de donner la bonne information aux bonnes personnes au bon moment sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est ça qui va vraiment conditionner la qualité de la réponse à l'incident. Très rapidement sur Countercept, ce slide pour vous montrer, au-delà de la partie technique que vous avez à droite, ce qui est intéressant, c'est que on met à disposition de manière extrêmement transparente plusieurs équipes à disposition de nos clients, excusez-moi. Et il y a une personne, celle du milieu, le Customer Experience Manager, dont le boulot est de s'assurer que l'ensemble de ces processus, l'ensemble de ces communications, l'ensemble des outils, tout ça est suffisamment huilé pour que, en cas de problème, on puisse faire vite et efficace. Et lui, il est supporté par les équipes d'engineering de sécurité qui apportent de la valeur à tout ce qu'on voit en télémétrie entre deux incidents, en proposant des recommandations par rapport à des écarts qu'on voit sur des best practices et ce genre de choses, par rapport aux équipes de spécialistes de réponse à incidents de sécurité, par rapport à ce qu'on appelle chez nous la DRT, donc le Detection and Response Team, qui est notre équipe 24/24 qui fait tout ce travail de détection et de première réponse que je vous ai présenté précédemment. Comment dirais-je, petite cerise sur le gâteau, puisqu'on a très légèrement dépassé l'heure. On propose même à nos clients, justement, et c'est toujours dans cette optique de fluidifier nos échanges, de venir enrichir ce cycle et de venir, par exemple, poser des questions à nos équipes par rapport à un risque, par rapport à une vulnérabilité potentiellement existante, etc. etc. On se challenge les uns les autres assez facilement. On challenge nos clients en leur disant attention, on a vu ça, est-ce que c'est normal? On a des gens qui font du power, on a vu des gens qui faisaient du PowerShell. Chez vous, c'est juste de la télémaintenance ou c'est quelque chose dont on doit s'occuper? Et de la même manière, côté client, le client a tout à fait le droit de se tourner vers son CX manager en disant voilà, on est potentiellement une cible d'un phishing, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. etc. Donc voilà, on a ces différents moyens qui nous permettent d'entretenir cette relation et de nous assurer, une fois de plus, que face à une crise majeure, on saura réagir. J'ai débordé de 2 minutes. J'espère que ça a été. Je suis ouvert aux questions si vous souhaitez en poser. Voilà, et je vous remercie vraiment d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous remercie du temps passé. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous pourrez en retirer de belles choses. Je suis tout à fait disponible pour d'autres questions en off, même bien après ce webinaire. S'il y avait ça, vous aurez tous les moyens de nous contacter dans un petit mail qui vous sera adressé par la suite. Je suis bien évidemment ouvert à toutes les questions. J'ai des merci pour l'instant, donc merci à vous, hein, vraiment c'est moi qui vous remercie d'être là. Je le redis, mais c'est bien. Alors, si j'ai une question, comment embarquer les métiers dans la refonte de leur PCA au regard des risques cyber? Moi, j'ai une approche qui vaut ce qu'elle vaut, mais à la fin, tout ça est une histoire de sous. Et c'est un travail que je mène avec des clients également, c'est de les aider à identifier finalement quel est le ROI de la sécurité. C'est comme le ROI d'une assurance quelque part, mais une fois de plus, il peut être important de dépenser 5 € pour éviter d'en dépenser 100 plus tard. Embarquer les métiers dans la refonte de leur PCA, c'est les aider à comprendre quel est leur risque, c'est les aider à comprendre combien ils auront besoin de dépenser le jour où ça va péter, et leur dire que finalement, consacrer du temps et dépenser de l'énergie à retravailler un plan de continuité ou un plan de reprise, c'est une garantie de revenus par la suite. Et quelque part, on peut faire ce qu'on appelle le ROSI, le Return on Security Investment, assez facilement par rapport à ça. Mais je pense que le langage que le métier comprend, et c'est ce que je disais dans la présentation, il est important que chacun puisse comprendre le langage de l'autre. Mais là, il faut être capable d'amener au métier un regard financier sur l'approche du risque, sur la nécessité d'un PCA,
ou sur la nécessité de mettre en place une provision sur un risque résiduel, par exemple. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que l'on envoie la présentation? Alors, on envoie un lien vers le replay. Ça, c'est une évidence. La presse en elle-même, je ne sais plus. Une question, pourquoi perdre du temps à impliquer la gendarmerie alors que les cybercriminels sont hors de France et de l'UE? Alors, c'est pas si tranché que ça. Alors, il y a un vide juridique, et ça, je dirais pas le contraire, il y a un vide juridique qui existe et qui rend l'exercice compliqué quand on veut attraper les gens qui se cachent derrière ces attaques. Au-delà de ça, pourquoi perdre du temps à impliquer la gendarmerie? Parce que souvent, hein, c'est comme si vous faites piquer votre voiture. Si vous retournez vers l'assurance va vous dire est-ce que vous avez porté plainte. Ça va être la première des choses à faire. Donc, c'est plus dans cette approche-là qu'on va devoir, comment dirais-je, qu'on va devoir se tourner vers les autorités. Après, on peut être aussi sur un vol d'informations, sur un vol de propriété intellectuelle. Et là, très clairement, avec les implications que ça a, il peut être plus que nécessaire de se tourner vers les forces de l'ordre. On va chercher à identifier qui a volé quoi, dans quel but. Et si c'est l'espionnage industriel, on peut se retrouver facilement avec des attaquants qui sont dans des pays avec lesquels on a des relations juridiques suffisantes pour aller jusqu'à mener des actions. Voilà. Maître Sabrina Skolnick me précise effectivement en off, qui est présente, et je le remercie sur ce webinaire aujourd'hui, qu'il faut permettre aux enquêteurs d'avoir le plus d'éléments possible lorsqu'il y a des grosses enquêtes qui permettent de démanteler des réseaux qui agissent à l'international. Je rappelle effectivement, pour illustrer ça, qu'il y a eu un takedown qui a été fait sur Emotet récemment. Alors, on sait qu'on a coupé quelques têtes à l'hydre et que ça va repousser ailleurs. Mais c'est des actions coordonnées où effectivement chaque élément est important. Europol a participé à ça. Les forces de l'ordre ukrainiennes ont participé à ça également. Il y a eu une vraie task force qui s'est montée et je pense que dans ce cadre-là, effectivement, donner des éléments aux forces de l'ordre en France, quand ça fait sens, il ne faut pas s'en priver. La crise cyber, c'est souvent vu comme le problème des équipes IT. Les métiers n'ont pas compris les impacts d'une crise cyber. Dur de les embarquer. Bah, c'est effectivement le constat qu'on a fait également. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui. Et il est important quand on adresse le risque cyber de manière générale de penser à la chaîne de valeur de l'entreprise. Je vais prendre un exemple et ça me fait mal au cœur d'en parler, mais on voit ce qui se passe sur les hôpitaux en ce moment. Finalement, les attaquants tapent là où ça fait mal. On est en train de parler de mettre la vie de patients en danger, parce que je trouve ça moralement mais insupportable. Mais plutôt que d'attaquer une entreprise dont la chaîne de valeur est portée par des SI industriels qui sont coupés du reste, etc. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup de logistique et beaucoup de techno à mettre en place pour attaquer ces gens-là. On le voit, quand on attaque des hôpitaux, on tape la chaîne de valeur directement. Donc finalement, quand on doit parler au métier, on doit leur expliquer, on doit leur demander de nous expliquer leur chaîne de valeur et on doit identifier sur cette chaîne là où sont les risques cyber en l'occurrence. Et ce que ça pourrait leur coûter de ne pas se prémunir contre ça. Donc c'est une fois de plus un discours à tenir sous l'angle de la finance, je pense. Et un vrai partage avec eux des montants que ça implique, de ce que le métier pourrait avoir à supporter comme budget pour gérer la crise. Et je pense que quand on commence à aborder les choses sous cet angle-là, ça finit par faire du sens et résonner auprès des gens qui portent le métier. Si on les empêche de travailler du jour au lendemain, je pense qu'ils vont vite se poser la question. Voilà. J'ai rarement eu autant de questions, c'est très très plaisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai
pas l'impression. Ah, merci. Bah, merci et bonne journée à vous tous. Vraiment merci d'être resté jusqu'au bout. J'ai essayé d'être. Mes collègues me connaissent, je suis bavard, donc j'ai essayé de tenir à peu près dans l'heure. Euh, Merci d'être venu. Merci Maître Skolnik d'avoir été présent et de m'avoir aidé sur cette présentation. Euh, on reviendra. Alors, il y a mes collègues de la partie Business Security qui vont démarrer à partir du 16, si ma mémoire est bonne, les webinaires sur les dernières versions des produits F-Secure sur la partie Business Security sous forme de table ronde. Donc, ça va être très dynamique et j'invite les personnes qui souhaitent y participer à s'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Nous, côté Countercept, on reviendra assez rapidement sur un nouveau webinar. J'ai quelques sujets en tête et voilà, je vous tiens au courant. Je vois qu'il y a encore des merci. Merci à tous. C'est moi qui vous remercie d'avoir été présent. Vous recevrez vous recevrez mes coordonnées. Alors, je suis joignable, je l'ai pas mis, mon adresse mail, si vous souhaitez m'écrire, c'est Benoît, donc B-E-N-O-I-T, .melin, M-E-U-L-I-N, @f-secure.com. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous, très bonne journée. Le webinaire a été enregistré, vous aurez le lien pour regarder le replay si vous vous embêtez pendant le confinement, pendant le couvre-feu, pardon. Merci encore à tous, à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.